Claire gara la vieille voiture devant le manoir de ses parents et sentit son estomac se nouer, comme cela arrivait toujours quand elle revenait dans cette maison qui fut autrefois son foyer, mais qui depuis longtemps n'était plus qu'un lieu de jugement et de regard désapprobateur. Emma dormait sur le siège arrière, serrant contre elle son ours en peluche usé qui était son jouet préféré. Et Claire regarda sa fille de 4 ans à travers le rétroviseur, en ressentant ce mélange d'amour intense et de peur qui l'accompagnait depuis le jour où elle avait découvert sa grossesse, seule à 23 ans, quand le père d'Emma avait simplement disparu en ne laissant qu'un message texte froid, disant qu'il n'était pas prêt à être père. Elle réveilla Emma avec douceur, et la petite ouvrit ses grands yeux marrons brillants d'anticipation, parce que pour elle c'était juste une nuit magique de Noël pleine de promesses de cadeaux et de desserts délicieux, sans imaginer que sa propre famille serait capable de transformer cette magie en cauchemar. Elles marchèrent jusqu'à l'immense porte d'entrée imposante, pendant que Claire serrait la petite main chaude d'Emma, avec une force qui tentait de transmettre toute la protection qu'une mère peut donner. La porte s'ouvrit, avant même que Claire ne touche la sonnette, et là se tenait Mathilde, sa sœur cadette de 25 ans, impeccablement vêtue d'une robe rouge de créateur, qui coûtait probablement plus que 3 mois du salaire de Claire comme infirmière. Le regard de Mathilde parcourut Claire de haut en bas, s'attardant sur le pull simple en laine qu'elle avait acheté dans une friperie et sur le jean délavé qui faisait partie des 3 pièces formant sa garde-robe d'hiver. « Tu es venue comme ça ?» fut la première chose que Mathilde dit, sans même un joyeux Noël ou une bise de bienvenue, et Claire sentit son visage s'échauffer de honte, mais força un sourire à cause d'Emma, qui observait tout avec une curiosité innocente. À l'intérieur de la maison, la décoration de Noël était trop parfaite, presque artificielle, avec un arbre gigantesque couvert d'ornements dorés et argentés qui avait certainement coûté une fortune, et la table était dressée avec des cristaux et des porcelaines fines près desquelles Claire avait peur même de respirer. Sa mère Catherine apparut de la cuisine, et le sourire qu'elle esquissait mourut instantanément quand elle vit Claire. « Je t'avais dit que c'était tenue de soirée, Claire », dit sa mère avec cette voix tranchante que Claire connaissait depuis l'adolescence. La même voix qui un jour avait dit qu'elle ruinait sa vie en décidant de garder Emma. La même voix qui l'avait traitée d'irresponsable et d'égoïste, pour avoir abandonné la faculté de médecine afin de travailler et subvenir aux besoins de sa fille. Le dîner commença dans un silence gênant, brisé seulement par des commentaires superficiels sur le vin cher que le beau-frère de Claire avait apporté, ou sur le voyage que Mathilde et son mari avocat feraient aux Maldives pour le Nouvel An. Emma, assise sur une chaise trop haute pour elle, essayait de manger poliment, mais Claire voyait la nervosité dans les mouvements de sa fille, et son cœur se serrait de plus en plus. Puis arriva le moment qui changerait tout pour toujours, et d'une manière que Claire n'aurait jamais pu prévoir ce matin-là, quand elle s'était réveillée pleine d'espoir, pensant que peut-être ce Noël serait différent, que peut-être sa famille finirait par l'accepter, par voir à quel point elle se battait et serait fière de la femme forte qu'elle était devenue malgré tout. Emma tendit le bras pour attraper son verre de jus et, dans un mouvement involontaire d'enfant, renversa le liquide rouge sur la nappe de lin blanc irlandais qui, selon Mathilde, avait coûté 800 €. Le silence qui suivit fut assourdissant, et Claire vit l'expression d'horreur sur le visage d'Emma, avant même que Mathilde n'explose. « Tu ne peux même pas éduquer ta fille !» hurla Mathilde en se levant brusquement de sa chaise, le visage rouge de colère, tandis qu'elle essayait frénétiquement d'essuyer la nappe tachée. C'était du lin irlandais authentique, Claire. Tu as une idée de la valeur de ça, ou dans ta vie de pauvreté tu as complètement perdu la notion de qualité? Claire sentit quelque chose se briser en elle. Emma commença à pleurer, terrorisée par les cris, et Claire la prit immédiatement dans ses bras pour la protéger. Sa mère se leva alors, le visage dur comme de la pierre. Mathilde a raison. Cet enfant est incontrôlable. Franchement, Claire, tu nous fais honte à chaque fois. L'oncle Bernard, légèrement ivre, ajouta depuis l'autre bout de la table. Tu déshonores cette famille depuis que tu es tombée enceinte de cet homme qui t'a abandonnée. On aurait dû te couper les vivres dès le début. Et puis ce fut Mathilde qui prononça les mots qui resteraient gravés pour toujours. Partez et ne revenez jamais. La mère hocha la tête, glaciale. Notre Noël est mieux sans vous. Claire resta immobile pendant quelques secondes, Emma sanglotant contre son épaule, et elle regarda chacun d'eux tour à tour. Son père, comme toujours, gardait le silence, les yeux baissés sur son assiette. Personne ne prenait sa défense.
personne. Mais au lieu de supplier, au lieu de pleurer ou de s'effondrer comme il s'y attendait bien probablement, Claire sentit un calme étrange l'envahir, un calme froid et déterminé. Elle essuya doucement les larmes d'Emma et murmura « Ça va aller, mon cœur ». Puis elle regarda sa famille et dit d'une voix posée, presque trop calme « Alors ça ne vous dérangera pas si je fais ça ». Elle sortit son téléphone de sa poche. Le silence dans la pièce devint palpable. Mathilde fronça les sourcils, confuse. Sa mère fit un pas en avant. « Qu'est-ce que tu fais, Claire ?» Claire composa un numéro qu'elle connaissait par cœur maintenant. 3 sonneries. Une voix grave répondit. « Maître Dufresne ? C'est Claire. C'est le moment. Envoyez les documents. » Le visage de sa mère devint livide. Mathilde ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. L'oncle Bernard se leva brusquement, renversant son verre de vin. « Les documents ? Quels documents ?» bégaya sa mère. Claire rangea calmement son téléphone, ajusta Emma sur sa hanche et se dirigea vers la porte. Avant de sortir, elle se retourna une dernière fois. « Vous le saurez dans exactement 5 minutes. Joyeux Noël. » Et elle partit dans la nuit froide de décembre, laissant derrière elle une famille pétrifiée, ne sachant pas encore que leur vie venait de basculer pour toujours. 3 mois plus tôt, Claire terminait son service de nuit à l'hôpital Saint-Louis, épuisée après 12 heures debout à courir d'une chambre à l'autre, quand l'infirmière en chef l'appela dans le couloir des soins intensifs. « Claire, on a un nouveau patient en chambre 307, Édouard Beaumont, 76 ans, insuffisance cardiaque sévère, pas de famille présente. Tu peux t'en occuper ?» Claire acquiesça même si son service était officiellement terminé, parce que c'était dans sa nature de ne jamais refuser d'aider quelqu'un qui en avait besoin. Elle entra dans la chambre 307 et vit un vieil homme frêle aux cheveux blancs, seul dans ce lit d'hôpital, regardant par la fenêtre avec une tristesse si profonde dans les yeux que Claire sentit son cœur se serrer. « Bonsoir, monsieur Beaumont. Je suis Claire. Je vais m'occuper de vous ce soir, » dit-elle avec douceur, et le vieil homme tourna la tête vers elle avec une expression de surprise, comme s'il n'avait pas l'habitude qu'on lui parle avec gentillesse. Les jours passèrent, et Claire découvrit qu'Édouard Beaumont était un industriel du textile à la retraite, propriétaire d'une entreprise familiale qu'il avait bâtie de ses mains pendant 50 ans, et qu'il n'avait ni femme ni enfant pour lui tenir compagnie dans ses derniers jours. « Ma famille ?» dit-il un soir, avec un rire amer quand Claire lui posa la question. « J'ai des neveux, des cousins, qui m'appellent une fois par an pour me souhaiter un joyeux anniversaire et me demander si j'ai pensé à eux dans mon testament. C'est ça, ma famille. » Claire commença à rester après ses heures de service pour lui tenir compagnie, apportant des livres qu'elle lui lisait à voix haute parce que sa vue baissait, lui parlant de sa vie et d'Emma avec une honnêteté qu'elle n'avait jamais partagée avec personne d'autre. Édouard écoutait ses histoires sur la maternité en solo, sur les nuits blanches à jongler entre le travail et les soins à une petite fille malade, sur la solitude et les sacrifices, et dans ses yeux brillait quelque chose qui ressemblait à de l'admiration. « Vous savez, Claire, » dit-il un soir alors que la pluie tambourinait contre les fenêtres de l'hôpital, « j'ai passé ma vie à construire un empire, à accumuler de l'argent, à faire des affaires, et au final je me retrouve seule dans une chambre d'hôpital sans personne qui se soucie vraiment de moi. Vous n'avez presque rien en termes matériels, mais vous avez cette petite fille qui vous aime, et vous avez un cœur si généreux que vous restez ici avec un vieux mourant, alors que vous pourriez être chez vous à vous reposer. » 3 semaines plus tard, un matin de novembre gris et froid, Édouard s'éteignit paisiblement dans son sommeil, la main de Claire serrant la sienne, et elle pleura cet homme qui était devenu comme un grand-père pour elle en si peu de temps. Elle organisa ses funérailles auxquelles assistèrent seulement 5 personnes, dont 3 étaient des employés de son entreprise, et les 2 autres étaient Claire et le prêtre. 2 semaines après l'enterrement, Claire reçut un appel de maître Dufresne, notaire, qui lui demanda de venir à son cabinet pour une affaire urgente concernant la succession d'Édouard Beaumont. Claire se rendit au rendez-vous, en pensant qu'il s'agissait peut-être d'un petit souvenir qu'Édouard lui avait laissé, un livre ou une photo, quelque chose de symbolique. Ce que le notaire lui annonça la laissa sans voix pendant plusieurs minutes, incapable de respirer, incapable de croire ce qu'elle entendait. « Mademoiselle, Monsieur Beaumont vous a désignée comme unique héritière de l'ensemble de ses biens, incluant son entreprise textile Beaumont & Fils, sa résidence secondaire dans le Luberon,
et la somme de 2 300 000 € en liquidités et placements. Claire crut d'abord à une erreur, à une mauvaise blague du destin, mais le notaire lui montra le testament signé et certifié, où Édouard avait écrit de sa propre main. Claire m'a montré ce qu'est la vraie richesse, celle du cœur et de la générosité. Elle mérite bien plus que ce que je peux lui laisser, mais j'espère que cet héritage lui permettra de construire la vie qu'elle mérite pour elle et sa fille Emma. Les mois qui suivirent furent un tourbillon de décisions et de changements. Claire ne dit rien à sa famille, sachant exactement comment il réagirait, sachant qu'il l'accuserait d'avoir manipulé un vieil homme vulnérable, même si elle savait au fond de son cœur que son amitié avec Édouard avait été la chose la plus pure et désintéressée de sa vie. Elle utilisa l'argent avec sagesse, remboursant toutes ses dettes, créant un fonds d'études pour Emma et commençant à redresser l'entreprise textile qui était en difficulté, mais qui avait un potentiel énorme si elle était gérée avec vision et passion. Et maintenant, 3 mois plus tard, debout dans la nuit froide de Noël avec Emma endormie contre son épaule, Claire venait de déclencher la bombe qui allait tout révéler à sa famille qui l'avait chassée, qui l'avait humiliée, qui l'avait jugée indigne. Dans 5 minutes, il saurait qui elle était vraiment devenue. Claire n'eut pas à attendre longtemps dans le froid, car exactement 4 minutes après son appel, une voiture noire s'arrêta devant la maison familiale et Maître Dufresne en descendit avec sa mallette en cuir, l'air professionnel et impassible comme toujours. Claire l'avait positionné stratégiquement à proximité, anticipant ce moment depuis des semaines, sachant qu'un jour sa famille montrerait son vrai visage et qu'elle aurait besoin de cette arme de vérité pour se défendre. « Bonsoir, mademoiselle Claire », dit le notaire avec un hochement de tête respectueux, puis il se tourna vers la porte d'entrée où toute la famille était maintenant rassemblée, les visages tendus et confus, se demandant qui était cet homme en costume sombre qui arrivait en pleine nuit de Noël. Mathilde fut la première à parler, sa voix tremblante d'une anxiété qu'elle essayait de cacher. « Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous voulez ?» Le notaire ne répondit pas directement, sortant plutôt plusieurs documents de sa mallette avec des gestes précis et méthodiques. « Je suis maître Antoine Dufresne, notaire assermenté, et je suis ici pour éclaircir une question d'héritage qui concerne directement mademoiselle Claire et cette famille. » La mère de Claire, Catherine, devint livide, et sa main se porta instinctivement à sa poitrine. « Un héritage ? De quoi parlez-vous » Maître Dufresne ouvrit le premier document et commença à lire d'une voix claire et forte qui résonna dans la nuit. Testament de Monsieur Jean-Pierre et Madame Hélène Moreau, grands-parents de Claire et Mathilde, modifié et certifié le 15 mars 2023, soit 1 an avant leur décès. Le silence qui s'abattit fut total, absolu, comme si le monde entier avait cessé de respirer. Catherine fit un pas en avant, tremblante. « C'est impossible. Mes parents nous ont laissé la propriété familiale à part égale entre leurs enfants. C'est ce que l'Ancien Testament stipulait. »« L'Ancien Testament, oui, » continua le notaire avec calme. « Mais vos parents ont modifié leur dernière volonté après avoir constaté que seule leur petite fille Claire leur rendait visite régulièrement, passait du temps avec eux, prenait soin d'eux dans leurs dernières années. Le Nouveau Testament, légalement valide et incontestable, désigne Claire Moreau comme unique héritière de la propriété familiale de Fontainebleau, évaluée à 1 200 000 €, ainsi que de tous les biens et comptes associés. Ce fut comme si une bombe avait explosé. Mathilde poussa un cri strident et tomba à genoux sur le perron, les mains jointes comme en prière. « Non, 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 Claire, tu ne peux pas faire ça. On est une famille, on doit partager. » L'oncle Bernard, dont le visage avait pris une teinte violacée, s'approcha en titubant. « C'est de l'extorsion. Tu as manipulé 2 vieillards séniles. Je vais contester ça en justice. » Maître Dufresne leva la main pour imposer le silence. Monsieur et Madame Moreau étaient en pleine possession de leurs facultés mentales au moment de la signature, comme l'attestent 3 médecins indépendants et 2 témoins assermentés. Toute contestation sera vouée à l'échec. Il marqua une pause avant d'ajouter « De plus, ils ont laissé une lettre expliquant leur décision. » Il tendit le document à Claire qui le prit avec des mains tremblantes et commença à lire à voix haute, sa voix se brisant d'émotion. « À notre petite fille Claire, la seule qui n'a jamais oublié que nous étions des êtres humains et pas seulement des distributeurs d'héritage. Tu venais nous voir chaque dimanche malgré ton travail épuisant. Tu amenais notre arrière-petite-fille Emma,
qui illuminait nos vieux jours. Tu nous écoutais raconter nos histoires, même quand tu étais fatigué. Nos enfants ne sont venus nous voir que 6 fois en 3 ans, et toujours pour parler d'argent. Tu mérites cette maison parce que tu as compris ce qui compte vraiment dans la vie. Catherine s'effondra sur les marches, sanglotant de manière incontrôlable. « Maman, papa, comment avez-vous pu nous faire ça ?» Le père de Claire, Philippe, qui était resté silencieux jusque-là, s'avança lentement vers sa fille, les épaules voûtées par le poids de la honte. « Claire, ma fille, je suis désolée, tellement désolée pour tout. » Mais Claire le regarda avec des yeux où brillaient des larmes de colère et de douleur. « Il y a 15 minutes, vous m'avez chassée de cette maison. Maman a dit que votre Noël était meilleur sans moi. Mathilde a dit de ne jamais revenir. Maintenant que vous savez que j'ai de l'argent, maintenant que vous savez que je contrôle l'héritage familial, soudainement je redeviens votre fille. » Elle ajusta Emma qui dormait toujours contre son épaule, épuisée par les émotions de la soirée, et déclara d'une voix ferme et claire: « Je vais vendre cette propriété, et je n'en donnerai pas un centime à cette famille. À la place, je vais créer une fondation en l'honneur de mes grands-parents pour aider les mères célibataires en difficulté, celles qui sont rejetées par leur famille, celles qui se battent seules comme je me suis battue. » Mathilde hurla à travers ses larmes. « Tu fais ça par vengeance, par pure méchanceté. » Claire se tourna vers sa sœur une dernière fois. « Non, Mathilde, je fais ça par justice. Vous m'avez tous appris une leçon importante. On récolte ce qu'on sème. Vous avez semé le mépris et le rejet, maintenant vous récoltez les conséquences. » Elle se dirigea vers sa vieille voiture, tandis que sa famille restait figée dans diverses positions de supplication et de désespoir. Maître Dufresne la suivit, rangeant ses documents, et avant de monter dans sa propre voiture, il dit assez fort pour que tous entendent: « Mademoiselle Claire a également hérité de 2 millions d'euros de Monsieur Édouard Beaumont, qu'elle a utilisé pour redresser son entreprise. Elle est aujourd'hui une femme d'affaires prospère et indépendante. » Claire démarra sa voiture et s'éloigna dans la nuit de Noël, laissant derrière elle une famille en ruine qui réalisait trop tard la valeur de ce qu'ils avaient perdu, non pas l'argent, mais l'amour inconditionnel d'une fille et sœur extraordinaire. 6 mois s'écoulèrent comme un tourbillon de changements et de nouvelles routines, et Claire se retrouva dans une vie qu'elle n'aurait jamais osé imaginer dans ses rêves les plus fous. Elle avait quitté son poste d'infirmière à l'hôpital pour se consacrer entièrement à l'entreprise textile Beaumont & Fils, découvrant avec surprise qu'elle avait un talent naturel pour la gestion et le design. L'entreprise spécialisée dans les tissus écologiques commençait à remonter la pente grâce à ses idées innovantes de collaboration avec des créateurs émergents et de circuits courts qui séduisaient une nouvelle génération de clients soucieux de l'environnement. Emma s'épanouissait dans sa nouvelle école privée, entourée d'amis qui l'invitaient à des anniversaires et à des activités, vivant enfin l'enfance insouciante que Claire avait toujours voulu lui offrir. Mais malgré tous ses succès apparents, Claire se sentait parfois écrasée par une solitude qu'elle n'avait pas anticipée, une solitude différente de celle qu'elle avait connue quand elle était pauvre, une solitude qui venait du fait de ne plus avoir de famille, même dysfonctionnelle. Sa mère et Mathilde la harcelaient par messages incessants, oscillant entre menaces légales vides et supplications pathétiques qui alternaient insultes et déclarations d'amour soudaines. L'oncle Bernard avait même tenté de la poursuivre en justice avant que son avocat ne lui confirme qu'il n'avait aucune chance de gagner. Seul son père Philippe respectait son silence, n'envoyant qu'un message par mois pour prendre des nouvelles sans rien demander en retour. Un soir de juin où la chaleur étouffante de Paris rendait le sommeil impossible, Claire s'effondra en larmes devant sa meilleure amie Salima, la seule personne qui était restée à ses côtés depuis le début. « Et si j'ai tout fait par orgueil, Salima? Et si je devrais leur pardonner? C'est quand même ma famille, et Emma grandit sans grands-parents, sans tante, sans cette chaleur familiale que tous les enfants méritent. » Salima, toujours pragmatique et directe, posa sa tasse de thé et regarda Claire droit dans les yeux. « Ils t'ont rejeté quand tu étais pauvre et vulnérable. Ils te veulent maintenant que tu es riche et indépendante. Ça s'appelle de l'opportunisme, Claire, pas de l'amour. La vraie famille, ce sont les gens qui restent quand tu n'as rien à leur offrir. » C'est durant cette période de questionnement que Julien entra dans sa vie de manière totalement inattendue. Il était architecte de 34 ans, spécialisé dans les projets sociaux, et il vint consulter Claire pour des tissus durables destinés à un projet de logement pour femmes victimes de violences.
Leur première rencontre dans le showroom de l'entreprise ne fut pas un coup de foudre hollywoodien avec violon et regards éternels, mais plutôt une connexion intellectuelle profonde, une attirance prudente et respectueuse qui se développa lentement au fil de leurs discussions sur l'architecture durable et l'impact social des entreprises. Julien remarqua une photo encadrée sur le bureau de Claire, montrant Emma et elle riant aux éclats lors d'un pique-nique au parc. « C'est votre fille ? Elle a exactement vos yeux et votre sourire, » dit-il avec une sincérité qui toucha Claire profondément. Elle sentit quelque chose se réchauffer dans sa poitrine, quelque chose qu'elle avait cru mort depuis longtemps. L'espoir qu'elle pourrait peut-être un jour faire confiance à quelqu'un, aimer à nouveau sans avoir peur d'être abandonnée. « C'est Emma, elle a 4 ans maintenant, » répondit Claire avec douceur. « C'est tout ce que j'ai, tout ce qui compte vraiment dans ma vie. » Julien hocha la tête avec compréhension et n'insista pas, respectant cette frontière invisible que Claire avait érigée autour de son cœur blessé. Mais alors que Claire commençait enfin à croire que sa vie prenait un tournant positif, qu'elle pouvait peut-être construire un avenir stable et heureux, son téléphone sonna un après-midi de juillet. C'était la réceptionniste de l'entreprise, la voix tendue. « Madame Claire, votre père est ici. Il dit que c'est urgent et qu'il doit absolument vous parler. » Claire leva les yeux vers la porte vitrée de son bureau et vit Philippe debout dans le hall d'entrée, vieilli de 10 ans en 6 mois, les épaules voûtées, tenant une boîte en carton contre sa poitrine comme si elle contenait le poids du monde. Claire fit entrer son père dans son bureau avec une appréhension qui lui nouait l'estomac, et Philippe s'assit lourdement sur la chaise en face d'elle, posant la boîte en carton usé sur le bureau, comme s'il déposait un fardeau qu'il portait depuis trop longtemps. « Je ne suis pas venu demander de l'argent, Claire », furent un de ses premiers mots, et sa voix était si fatiguée, si brisée, que Claire sentit malgré elle sa colère vaciller légèrement. Philippe ouvrit la boîte avec des mains tremblantes, et en sortit une pile de lettres jaunies, des enveloppes que Claire reconnut immédiatement parce qu'elle les avait écrites de sa propre main durant les années les plus sombres de sa vie. « Ce sont les lettres que tu nous as envoyées quand tu étais enceinte, quand Emma était née, quand tu traversais ces moments terribles où tu nous suppliais juste d'être là pour toi, » dit-il en évitant son regard, la honte marquée sur chaque trait de son visage. Claire sentit sa gorge se serrer en voyant ces enveloppes encore fermées, intactes, jamais ouvertes malgré toute la douleur et l'espoir qu'elle y avait versé. « Ta mère me les donnait à chaque fois qu'elles arrivaient, et je les rangeais dans cette boîte en me disant que je les lirais un jour, que je trouverais le courage de les ouvrir. » Continua Philippe, des larmes coulant maintenant librement sur ses joues ridées. « Mais je ne l'ai jamais fait, jusqu'à il y a 3 semaines quand j'ai quitté ta mère et que je me suis retrouvée seule dans un appartement vide à me demander comment j'en étais arrivée là. » Il prit une des lettres et commença à lire d'une voix brisée. « Papa, maman, j'ai tellement peur. Emma a de la fièvre depuis 2 jours et je n'ai pas assez d'argent pour l'emmener chez un médecin privé. Les urgences sont bondées et j'ai déjà manqué 2 jours de travail. Je pourrais perdre mon emploi, s'il vous plaît. Aidez-moi juste cette fois, je vous en supplie. » Philippe s'arrêta, incapable de continuer, sanglotant comme un enfant. Claire détourna le regard, refusant de laisser ses propres larmes couler, refusant de céder à cette vague d'émotions contradictoires qui menaçait de la submerger. « Pourquoi maintenant, papa ? Pourquoi pas quand j'avais 20 ans, enceinte, terrifiée, en train de pleurer dans un studio de 15 mètres carrés en me demandant si j'allais réussir à nourrir mon bébé ?» Philippe leva enfin les yeux vers elle, et dans son regard Claire vit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Une honnêteté brutale et douloureuse. « Parce que j'étais un lâche Claire, un lâche qui laissait ta mère prendre toutes les décisions, qui se cachait derrière son travail pour ne pas affronter les conflits, qui préférait la paix du foyer à la justice pour sa propre fille. Je le suis peut-être encore, mais je refuse de mourir sans t'avoir dit la vérité, sans t'avoir dit que je suis fière de toi, tellement fière de la femme extraordinaire que tu es devenue malgré nous, malgré moi. » Il se leva pour partir, laissant la boîte de lettres sur le bureau. « Je ne te demande pas de me pardonner. Je n'en ai pas le droit. Je voulais juste que tu saches que j'ai réalisé mon erreur, même si c'est trop tard. » Claire resta silencieuse, incapable de trouver les mots, le cœur déchiré entre la petite fille en elle qui avait désespérément besoin de l'amour de son père et la femme forte qu'elle était devenue, qui savait que certaines blessures ne guérissent jamais complètement. « J'ai besoin de temps, » dit-elle finalement,
sa voix à peine audible. Philippe hocha la tête avec compréhension et quitta le bureau, laissant Claire seule avec ses lettres jamais lues, témoin silencieux d'une douleur qu'elle avait cru oublier, mais qui revenait maintenant avec une force renouvelée. Cette nuit-là, alors qu'Emma dormait paisiblement, Claire ouvrit son téléphone et envoya un message à Julien qu'elle voyait de plus en plus souvent. « Tu es libre demain ? J'ai besoin de parler à quelqu'un. » Sa réponse arriva en quelques secondes. « Toujours là pour toi. » Et pour la première fois depuis des années, Claire se permit de croire qu'elle n'était peut-être plus seule. Le lendemain matin, Claire se réveilla avec une sensation étrange d'inquiétude qu'elle ne parvenait pas à identifier. Et cette sensation se transforma en cauchemar réel quand Salima l'appela à 7 heures du matin. La voix paniquée. « Claire, allume ton ordinateur maintenant. Il y a un article sur toi dans le Parisien local et c'est horrible. » Claire ouvrit son laptop avec des mains tremblantes et vit le titre qui s'étalait en gros caractères. « Infirmière manipulatrice hérite de millions. La face cachée de Claire Moreau. » L'article écrit par un certain Damien Roussel insinuait avec malice que Claire avait délibérément ciblé Édouard Beaumont, un vieil homme vulnérable et seul, pour le séduire psychologiquement et s'approprier sa fortune, utilisant sa position d'infirmière pour gagner sa confiance avant de le manipuler pour qu'il modifie son testament en sa faveur. Les mots dansaient devant ses yeux dans un brouillard de rage et de douleur. Source proche de la famille affirme que mademoiselle Moreau passait des heures dans la chambre du patient, bien au-delà de ses heures de service. Comportement inhabituel qui soulève des questions sur ses véritables intentions. Claire sentit son monde s'effondrer non pas à cause de l'argent ou de sa réputation, mais parce qu'il salissait la mémoire d'Édouard, cet homme bon qui avait simplement voulu récompenser de la gentillesse dans un monde cruel. Dans les heures qui suivirent, l'impact fut dévastateur et immédiat. 3 clients majeurs de l'entreprise textile appelèrent pour suspendre leurs commandes en attendant des éclaircissements. 2 partenaires commerciaux se retirèrent complètement et les réseaux sociaux explosèrent de commentaires haineux de gens qui ne connaissaient rien à son histoire, mais qui étaient prêts à la condamner sur la base d'un article sensationnaliste. Claire s'effondra dans son bureau, la tête entre les mains, quand Julien débarqua sans prévenir, ayant annulé tous ses rendez-vous de la journée. « Je sais ce qui se passe et je suis là. On va se battre ensemble, » dit-il en s'agenouillant devant elle, prenant ses mains dans les siennes, avec une tendresse qui fit craquer les dernières défenses de Claire. Maître Dufresne arriva 1 heure plus tard avec son efficacité habituelle, apportant une pile de documents qui allaient en servir de munitions dans leur contre-attaque. J'ai les témoignages de 5 infirmières qui attestent du dévouement exceptionnel de Claire envers tous ses patients, pas seulement M. Beaumont, j'ai le journal personnel d'Édouard, où il exprime clairement son affection pour Claire et son dégoût pour les vautours de sa propre famille, qui ne venaient le voir que pour parler d'argent, et j'ai les lettres qu'il m'a envoyées expliquant en détail pourquoi il voulait la nommer héritière. Avec l'aide de Julien et du notaire, Claire organisa une conférence de presse pour le lendemain, une décision audacieuse mais nécessaire pour rétablir la vérité. Elle passa la nuit à préparer son discours, relisant les passages du journal d'Édouard qui la faisaient pleurer à chaque fois, se remémorant ces moments précieux passés à son chevet, à simplement être humaine, avec un autre être humain. Le jour de la conférence, devant une salle remplie de journalistes sceptiques et de caméras impitoyables, Claire se tint debout derrière le podium, la voix tremblante mais déterminée. Édouard Beaumont était un homme bon, généreux et profondément seul, qui cherchait juste un peu de gentillesse dans un monde qu'il avait traité comme un distributeur automatique d'argent toute sa vie. Je lui ai offert de la compagnie, de l'écoute, de la compassion, pas parce que je voulais quelque chose en retour, mais parce que c'est ce que tout être humain mérite dans ces derniers jours. Elle lut alors des extraits du journal d'Édouard, sa voix se brisant d'émotion. Claire est la petite fille que je n'ai jamais eue. Elle m'apporte des livres et me lit des histoires. Elle me parle de sa fille Emma avec tant d'amour que ça me réchauffe le cœur. Elle ne me demande jamais rien sauf comment je me sens aujourd'hui. Et c'est la première personne en 20 ans qui se soucie vraiment de la réponse. Puis Claire joua son atout final, annonçant la création de la Fondation Édouard Beaumont pour les mères célibataires en difficulté, révélant qu'elle y consacrerait 75% de l'héritage reçu. L'opinion publique bascula instantanément, les réseaux sociaux se remplirent de messages de soutien, et le journaliste Damien Roussel fut exposé comme ayant été payé par l'oncle Bernard pour écrire cet article diffamatoire. Ce soir-là,
Épuisée mais soulagée, Claire rentra chez elle pour trouver Emma qui l'attendait avec un dessin représentant un cœur et les mots « Maman est la meilleure » écrits en lettres maladroites. Julien était là aussi, ayant préparé le dîner, et pour la première fois Claire se permit de s'appuyer sur quelqu'un d'autre. Mais à 22 heures, alors qu'elle s'apprêtait enfin à dormir, on sonna à sa porte avec insistance, et quand elle ouvrit, elle trouva Mathilde debout dans le couloir, les yeux rouges, le maquillage coulé, visiblement brisé. Mathilde se tenait dans l'embrasure de la porte comme une ombre de la femme arrogante qu'elle avait été 6 mois auparavant, ses vêtements froissés, son regard vide de toute cette superbe qui la caractérisait autrefois. « Je peux entrer ? S'il te plaît, Claire, juste 5 minutes. » dit-elle d'une voix si cassée que Claire sentit malgré elle sa défense s'effriter légèrement. Claire la fit entrer dans le salon en demandant à Julien de rester avec Emma dans la chambre, et Mathilde s'effondra sur le canapé avant même de s'asseoir correctement. « Mon mari me trompe depuis 3 ans avec son associé. Je l'ai découvert il y a 2 semaines, et quand je l'ai confronté, il m'a dit qu'il voulait divorcer, que notre mariage parfait n'était qu'une façade pour impressionner ses clients et sa famille, commença-t-elle en sanglotant. Les mots sortaient maintenant en cascade incontrôlable, comme si Mathilde avait gardé tout ça en elle trop longtemps. Maman m'a manipulée toute ma vie, me dressant contre toi, me faisant croire que la seule façon de réussir était d'épouser un homme riche, d'avoir la plus belle maison, les plus beaux vêtements, même si tout ça me rendait profondément malheureuse. Et toi, Claire, toi qui as tout construit seule, qui as élevé Emma avec tant d'amour malgré les difficultés, tu es celle qui a vraiment réussi, et j'étais tellement jalouse que ça me rongeait de l'intérieur. Claire écouta sans l'interrompre, le cœur partagé entre la compassion et la méfiance, se souvenant de toutes les humiliations que Mathilde lui avait infligées au fil des années. Le soir de Noël, quand j'ai dit ces mots horribles, quand j'ai appelé ta fille, quand j'ai dit ces choses impardonnables, continua Mathilde en relevant enfin les yeux vers sa sœur. Je le pensais vraiment à ce moment-là, parce que j'étais aveuglée par la jalousie et l'amertume. Mais maintenant, je réalise que j'ai perdu la seule personne de ma famille qui méritait vraiment d'être aimée. Claire sentit les larmes monter, mais refusa de les laisser couler. Maintenant cette distance émotionnelle qui l'avait protégée pendant tant d'années. Tu as traité ma fille de bâtarde un jour quand elle avait 2 ans, Mathilde. Tu as dit que j'étais une erreur de la nature, que je faisais honte à la famille. Les excuses ne suffisent pas à effacer des années de cruauté. Mathilde hocha la tête, en acceptant le verdict, se levant pour partir. Je sais que je ne mérite pas ton pardon. Je voulais juste que tu saches que j'ai réalisé mes erreurs, même si c'est trop tard. Mais alors qu'elle se dirigeait vers la porte, Claire l'arrêta d'une voix douce mais ferme. Si tu veux vraiment changer Mathilde, si tu veux vraiment devenir une meilleure personne, alors prouve-le. Pas avec des mots ou des larmes, mais avec des actes concrets et du temps. Mathilde se retourna, une lueur d'espoir dans les yeux. Comment ? Claire réfléchit un instant avant de répondre. Divorce cet homme qui ne te respecte pas. Suis une thérapie pour comprendre comment maman t'a manipulé. Trouve ta propre voie au lieu de vivre selon les standards des autres. Et dans 6 mois, si tu as vraiment changé, peut-être qu'on pourra parler à nouveau. Mathilde acquiesça avec reconnaissance et quitta l'appartement, laissant Claire épuisée, mais étrangement en paix, avec cette décision de ne pas fermer complètement la porte, mais de ne pas l'ouvrir en grand, non plus. Les semaines suivantes apportèrent des changements inattendus dans la vie de Claire, notamment sa relation avec son père Philippe, qui passait maintenant du temps avec Emma chaque dimanche, maladroit, mais sincère dans ses efforts pour rattraper le temps perdu. Un après-midi de septembre, Claire les observa depuis la fenêtre, pendant que Philippe apprenait à Emma à faire du vélo dans le parc, tenant la selle avec des mains tremblantes d'émotion. Et quand Emma tomba et se mit à pleurer, il lui montra ses propres genoux éraflés de son enfance, en racontant des histoires qui la firent rire à travers ses larmes. Avec Julien, les choses devinrent sérieuses et profondes d'une manière que Claire n'avait jamais connue auparavant, et un soir où ils dînaient tranquillement après qu'Emma se soit endormie, Claire se permit d'être vulnérable. « Et si je ne suis pas capable d'aimer correctement ? Le père d'Emma m'a abandonnée, ma famille m'a rejetée. Peut-être que le problème c'est moi. » Julien posa sa fourchette et prit le visage de Claire entre ses mains, avec une tendresse infinie.
Ou peut-être que tu n'as jamais rencontré quelqu'un qui méritait vraiment ton amour, Claire, quelqu'un qui comprenait ta valeur. Il l'embrassa alors avec douceur, et pour la première fois depuis des années, Claire s'autorisa à espérer qu'elle pourrait construire quelque chose de beau et de durable. Mais le lendemain matin, alors qu'elle arrivait à son bureau le cœur léger, sa secrétaire l'attendait avec une expression inquiète. « Madame Claire, le groupe Mercier International a fait une offre de rachat pour l'entreprise, 15 millions d'euros. La proposition est sur votre bureau. » Claire fixa le document posé sur son bureau, comme s'il s'agissait d'une bombe à retardement. 15 millions d'euros écrits en chiffres qui dansaient devant ses yeux, offrant une sécurité financière absolue pour Emma, la possibilité de développer la fondation à une échelle nationale, une vie sans jamais avoir à s'inquiéter de l'argent à nouveau. Laurent Mercier, le PDG du groupe international, arriva le lendemain pour une rencontre. Impeccable dans son costume à 3 000 euros, sourire commercial parfaitement calibré. « Mademoiselle Moreau, votre petite entreprise a du potentiel, mais restons réalistes. Les tissus écologiques, c'est une niche pour bobos parisiens. Nous allons moderniser tout ça, délocaliser la production en Asie, viser le marché de masse, multiplier les profits par 10. » expliqua-t-il avec cette assurance arrogante des hommes habitués à ce que tout le monde s'incline devant leur argent. Claire sentit quelque chose se tordre dans son estomac en l'écoutant décrire comment il détruirait méthodiquement tout ce qu'Édouard avait construit pendant 50 ans, comment il licencierait les employés fidèles pour les remplacer par des machines, comment il transformerait une entreprise avec une âme en une simple machine à profit sans conscience. « J'ai besoin de réfléchir », dit-elle finalement, et Mercier lui donna une semaine pour décider. Cette nuit-là, Claire ne dormit pas, tournant et retournant dans son lit en pensant à Emma qui méritait la meilleure éducation, les meilleures opportunités, une vie sans les difficultés que Claire avait connues. Julien lui dit avec sagesse : « Seulement toi peux décider, Claire. Mais souviens-toi pourquoi tu as commencé tout ça. Souviens-toi de ce qu'Édouard représentait. » Salima fut plus directe. « Pense à Emma, à sa sécurité, à son avenir. L'argent, c'est pas sale si tu l'utilises pour protéger ta fille. » Le moment décisif arriva 3 jours plus tard quand Emma rentra de l'école et trouva Claire assise dans le salon entourée de papiers, le visage marqué par l'inquiétude. « Maman, tu es triste à cause du travail ?» demanda la petite en grimpant sur ses genoux avec cette intuition que les enfants possèdent parfois. Claire acquiesça doucement. « Un peu mon cœur. » Emma réfléchit un instant puis demanda avec son innocence désarmante : « Papy Édouard, il te dirait de faire quoi ?» Cette question cristallisa tout instantanément, ramenant Claire à l'essentiel, à ses valeurs qui faisaient d'elle la personne qu'elle était devenue. Le lendemain matin, elle appela Laurent Mercier et refusa son offre avec une fermeté tranquille. « Monsieur Beaumont m'a fait confiance, quand personne d'autre ne le faisait. Il croyait qu'on pouvait faire des affaires autrement, avec éthique et humanité. Je ne trahirai pas cette confiance pour de l'argent, même si c'est beaucoup d'argent. » Elle développa alors un modèle coopératif révolutionnaire, transformant les employés en actionnaires, créant une entreprise où les décisions se prenaient collectivement et où les profits étaient partagés équitablement. C'était risqué, incertain, mais c'était juste et fidèle à l'héritage d'Édouard. Parallèlement, sa mère Catherine réapparut dans sa vie de la manière la plus inattendue, malade d'un cancer en phase initiale, abandonnée par ses amis mondains qui ne supportaient même pas la maladie et la vulnérabilité. Elle n'osa pas demander pardon, mais Claire malgré tout paya ses frais médicaux et organisa ses traitements. Pas par amour, mais par cette humanité profonde qui la définissait. « Pourquoi tu fais ça pour moi après tout ce que je t'ai fait ?» demanda Catherine un jour à l'hôpital, la voix affaiblie par la chimiothérapie. Claire la regarda longuement avant de répondre. « Parce qu'Emma me regarde et apprend de moi chaque jour, et je veux qu'elle grandisse en sachant que la gentillesse n'est pas une faiblesse, que l'humanité ne dépend pas de ce que les autres méritent, mais de qui nous choisissons d'être. » 6 mois plus tard, l'entreprise décollait avec son modèle coopératif, attirant l'attention de médias internationaux et de clients qui voulaient un consommer éthique. Claire et Julien emménagèrent ensemble, créant cette famille recomposée douce et imparfaite, et Emma s'épanouissait entourée d'amour véritable. Mais lors d'une soirée de célébration pour le premier anniversaire de l'entreprise coopérative, alors que Claire levait son verre entourée de ses employés devenus partenaires, la porte s'ouvrit et un homme entra. Un homme qu'elle n'avait pas vu depuis 5 ans. Maxime, le père d'Emma, qui l'avait abandonnée enceinte. Maxime n'était plus l'homme qui avait fui 5 ans auparavant.
Son visage portait les marques d'une bataille contre l'addiction qu'il avait finalement gagnée. Ses yeux étaient clairs et honnêtes, d'une manière qu'ils n'avaient jamais été. « Je sais que je n'ai aucun droit d'être ici, Claire. Je sais que j'ai abandonné Emma quand elle avait besoin de moi. Mais je suis sobre depuis 2 ans, et je veux juste une chance de connaître ma fille, » dit-il avec une humilité qui désarma Claire, plus que n'importe quelle supplication. Les semaines qui suivirent furent les plus difficiles que Claire ait jamais traversées, déchirée entre sa rage légitime et le droit d'Emma de connaître son père si elle le souhaitait. Julien la soutint sans imposer son avis. Son père Philippe lui dit avec sagesse, né de ses propres erreurs. « J'ai été un père absent, Claire. Je ne peux pas te dire quoi faire. Mais Emma mérite de faire son propre choix quand elle sera prête. » Claire prit la décision la plus courageuse de sa vie, permettant à Maxime de voir Emma sous supervision, lentement et prudemment. Les premières rencontres furent maladroites et tendues, Emma timide et curieuse regardant cet étranger qui disait être son papa, Maxime pleurant silencieusement en voyant la petite fille qu'il avait manqué grandir. 1 an après le Noël désastreux qui avait tout changé, Claire organisa un réveillon différent dans son nouvel appartement spacieux. Non pas avec sa famille d'origine, mais avec sa famille choisie. Emma rayonnante au centre, Julien à ses côtés, Salima riant aux éclats, Philippe jouant avec sa petite fille, Mathilde qui avait divorcé et reconstruit sa vie assistant timidement mais sincèrement, quelques employés devenus amis véritables, et même Maxime dans un coin respectant les limites établies. Claire se tenait sur le balcon regardant la neige tomber sur Paris illuminé, Emma endormie à l'intérieur, la tête sur les genoux de Julien, et son père vint la rejoindre. « Tu es heureuse ?» demanda Philippe. Claire resta silencieuse un long moment avant de répondre. « Je suis en paix, papa. Et c'est déjà beaucoup, c'est même tout. » Elle avait appris que la vraie vengeance n'était pas dans la destruction des autres, mais dans la construction de soi, que le pardon était un cadeau qu'on se faisait à soi-même, que la famille n'était pas toujours celle du sang, mais celle qu'on choisissait avec le cœur, et que même dans les Noëls les plus sombres, l'espoir pouvait renaître si on avait le courage de le laisser entrer. Is that Worthy or is that Bravo? Who's alive? Hit the breaker. Robert. It's because we had a Wheel of Risk Fortune redeem K. So we can't use anything. It's hunting. It's hunting? Ah! He's calling it? Yeah, it sounded like it was kind of like normal speed or slow. No Dio, Roy, fans. Oh, I don't know. None of the fast guys.
Oh, where'd they go? Y'all, where'd they go? I don't know where they went. Oh god. Go away, go away, go away, go away, go away. Not a Wraith or a Galu. I'm cooked. I'm cooked. It's gonna eat my butt. No. Go away. Ooh. Oh my god. I don't think that had very much line of sight speed. Is Juanita in here? I don't know. Not a Galu. Not a Wraith. He knows what it is. Y'all, if you're in my chat and you're not following Bravo or Worthy or Tyler, which I mean, UV, EMF, freezing. A Jinn, okay. Hello? Meow. Meow meow. Dude. W Jin. That was amazing. I don't know why I never. Hello. Hello, Bravo. Whoa. I was scared. I'm over here like, I don't know what I'm You're like, doing. it's like that. I got to roll out a Wraith and a Galu, and that's about it. Hey, Pixie Mom. Yeah, I was. I was That was- just sticking by whoever could. that was see. something else. So, Worthy was Like- the one like dead, Zero Combs is or crazy. Bravo was the one dead? I died because I didn't want, I think, Tyler to Yeah, die. Yeah, You saved Bravo me. and I incensed at the same time. Yeah, I was like, oh my Ah. god. That was so nice of you. I just want you to know you can let me die. It is okay. I let her die all the time. Bravo doesn't let Yeah, anybody she die. lets me die. I will throw Oh, myself that's at the very ground. Hydra. nice. We got another drop to pick the map, guys. I'm sorry. Guys, I'm sorry. I should have not like kept Ban posting them. these. Ban them. Prince, Time Yes, them David, I out. do play with viewers sometimes. Princess Evie Right now, has redeemed it. we're doing a collab with friends. All right, exclamation point drop in my chat to pick our map. We're doing Dude, zero I'm evidence. spanking everybody. Faye Monster, thank you so much for the follow. Yo, Mama, thank you for the follow. Welcome in. Welcome in. Really appreciate it. I was gonna say mommy, but I held back. Sorry, mommy. Sorry. Sorry, that's my, sorry. My man. thoughts. My thought just Oh, it was it's it was in my thoughts, but it came out. Yeah, of my we know mouth. what's on Bravo's mind. sorry, mommy. Sorry. Mommy, sorry. Tyler and Emilio. Tyler, you landed. She's gonna. Okay, she's Monster, gonna thank say you for the take follow. was- I appreciate it. All right, Emilio, where do you want to go, was- friends? It I'll just see what comes out Emilio says sometimes. first.
Yo, what up, Mula? What's up? How you doing, bro? I'm on best behavior. Don't do that. Mama, you know you want to be bad. Okay. Where does Emilio say he wants to I go? don't know. Emilio, where are we going, friends? You and Tyler landed. Yeah, Woodwind. Poison. I was playing with Woodwind. Worthy. No, best behavior. But my daughter was here with me, but she was hanging out with my mom. So we did play for a little bit, but then I had to go. So I took her. I didn't take her for a walk, but I put her on my shoulders, and then I just walked around like around the block. Finish the book I got And then today? she's like, Nice. then afterwards she's like, "Oh my god, my legs hurt." I was like, "Oh my god, dude." After being walked around on your shoulders. Yeah, yeah. She's like laying on the I floor. love it. She's like, "I need medicine." I was like, "Bro," I was like, That I age thought I was is dramatic. so dramatic, man. It's so dramatic. I wonder where she gets it from. No idea. "Not me, not me." I need to be right back. I'm just gonna hang out here so I Oh, the don't ghost die. is here? I'll be right back. Oh, She's 3. She's gonna be 4. it's in this area. Yeah, it's here. Oh, kids are the best. Dude, I met my friend's kid today, and I completely won him over. Oh, someone smudged for me.